Embellissez votre journée ou celle de vos amis avec une fleur de la lucarne fleurie à Marly qui vous présente Radio Fribourg, la Minute Verte. Avec aujourd'hui Luc Trottier, qui est directeur associé chez Lutz Architecte à Givisiez. On va s'intéresser à comment chauffer notre habitat, notre eau. Bonjour Luc Trottier. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, comment faire dans les grandes lignes pour faire fonctionner son bâtiment et limiter les atteintes à l'environnement ? Alors, d'abord, évidemment, pour être confortable pour ses occupants, un bâtiment a besoin d'énergie pour son fonctionnement, que ce soit pour le chauffage, pour l'eau chaude, sanitaire ou l'électricité. Il faut aussi s'assurer que l'air intérieur soit tempéré et de qualité, et tout ça, évidemment, en utilisant le maximum d'énergie renouvelable. Et dans cette perspective, justement, d'une construction durable, l'idéal serait de viser la plus grande autonomie possible pour le fonctionnement du bâtiment, notamment grâce à l'exploitation maximale des énergies solaires. Alors, ça a du sens. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, concrètement, il faut d'abord s'assurer de réduire au minimum, en fait, les besoins en énergie, donc avec une bonne isolation de l'enveloppe, que ce soit les façades, les fenêtres, la toiture, mais aussi les sous-sols qui sont souvent oubliés. Et puis, évidemment, une bonne étanchéité à l'air qui fait vraiment toute la différence. Donc, si on regarde par rapport à des bâtiments, donc les villas des années 70 consomment en moyenne 22 litres de mazout par mètre carré, alors qu'un bâtiment tel qu'on peut les concevoir aujourd'hui, ils n'ont besoin que de 3 litres par mètre carré. C'est énorme, la différence. Donc, la différence, on est vraiment dans un facteur 8. Ouais. Donc la différence, c'est vraiment énorme. Alors ensuite, optimiser les gains solaires avec une conception bioclimatique. C'est du chinois. Oui, alors voilà, optimiser les gains solaires, effectivement. Donc là, on parle vraiment des bâtiments neufs. En orientant, en fonction de l'ensoleillement, la villa, on peut optimiser l'apport des rayons solaires par les fenêtres. Donc évidemment, passer plutôt côté sud. Et donc, ces baies vitrées, justement, permettent de laisser entrer la chaleur et qui peuvent couvrir jusqu'à 70% justement des besoins de chauffage d'une villa. Ouais. Il faut quand même faire attention lors de la conception de prévoir une bonne protection solaire pour lutter contre la surchauffe en été. Ça, l'orientation de la maison, c'est quelque chose à quoi on faisait attention il y a quelques décennies ou pas du tout ? Alors oui, bien sûr, on faisait évidemment bien attention dans la construction plutôt traditionnelle, quand on pouvait aussi facilement, orienter les villas en fonction de l'orientation, selon les parcelles. Maintenant, c'est vrai qu'on est quand même dans un système avec les villas et le parcellaire urbain, où on a pas mal de contraintes, mais on peut quand même vraiment influencer depuis le départ en faisant une conception vraiment rigoureuse. Ouais, donc c'est bien d'y penser. Alors je récapitule ces 3 points, ces 2 points, l'isolation et puis la conception bioclimatique, à savoir bien orienter sa maison et puis choisir les matériaux et les mettre au bon endroit. Alors ensuite, Luc Trottier, on va s'intéresser à comment bien choisir son système de chauffage. Et là, il y a vraiment du choix. Oui, il y a beaucoup de choix, parce qu'évidemment, même un bâtiment passif, bien conçu, va demander de l'énergie, c'est évident. Donc, et suivant le type de chauffage, les émissions de CO2 dans le bâtiment peuvent varier quand même de facteur 4. Donc évidemment, à un bout du spectre, on a le mazout qui est le moins bon. Et puis, si on utilise un système qui utilise des bûches en bois, évidemment local, c'est évidemment le meilleur système. Donc, si on veut limiter les atteintes à l'environnement, il faut s'assurer de choisir des énergies comme le bois, le soleil ou le sol pour la géothermie. Et puis, lors d'un choix aussi du système de chauffage pour un bâtiment, on prend en compte les critères environnementaux, mais on peut aussi également se demander quel investissement personnel on veut fournir pour chauffer. Ouais. Alors, maintenant, on n'a plus tellement l'habitude, mais en fait, pour nos ancêtres, évidemment, chauffer son habitation prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on limitait souvent le chauffage à une seule pièce. Et puis, évidemment, l'invention du chauffage central a été révolutionnaire, qui a permis justement de mettre à disposition de façon automatique et en continu la chaleur dans toutes les pièces de la maison. Ouais, c'est vrai, qu'on pense aussi que dans les familles, tout le monde part le matin, à l'école, au boulot, il y a personne toute la journée. Voilà, on n'aimerait pas se retrouver avec un grand froid au retour le soir. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que ça a beaucoup d'intérêt d'avoir quand même quelque chose de 100% automatisé, mais on a quand même des systèmes, quand même contemporains, qui nous permettent d'avoir quand même la main mise sur notre système de chauffage de façon un peu plus personnel, plus manuel. Ouais, donc la question à se poser, est-ce que j'ai envie de me lever le matin et de rien faire de toute la journée ? Est-ce que je suis d'accord de participer un petit peu en allumant par exemple un feu ou en mettant des pellets, ce genre de choses, Voilà, exactement. Donc premièrement, effectivement, dans les systèmes manuels, on retrouve essentiellement les poêles, effectivement. Donc d'abord le poêle à pierre-olaire ou un poêle de masse. Donc évidemment, dans une maison à faible consommation d'énergie, un
un poêle comme ça doit se situer au centre de la maison et permet de chauffer l'air ambiant qui sera ensuite justement distribué par rayonnement dans le reste du bâtiment. Alors il est nécessaire évidemment que l'air circule très bien pour atteindre toutes les pièces. Et puis c'est quand même un système un peu contraignant car le poêle évidemment doit être alimenté manuellement en bûche et ce quotidiennement. Donc selon la taille, le poêle va accumuler environ entre 8 et 24 heures de chaleur. Et puis c'est évidemment qu'évidemment les pièces un peu plus loin du poêle vont rester un peu plus froides. Donc généralement, on doit vraiment avoir une conception rigoureuse pour avoir être un peu plus frais dans les chambres et puis évidemment avoir des bonnes températures, salon, cuisine, salle. Voilà. Et puis comme vous le disiez au début, aussi avoir une bonne isolation, une bonne aération pour que l'air circule. Ce type de système ne fonctionne que dans des maisons vraiment très bien isolées. Ouais. Alors deuxième option, le poêle à bois hydraulique. Alors voilà, donc poêle à bois hydraulique, on reste dans ces poêles. Donc qui se présentent somme toute comme un poêle ordinaire qu'on retrouve dans les villas, mais ces poêles possèdent un circuit hydraulique qui fait circuler l'eau dans une double paroi, donc du poêle qui est ensuite stocké dans un ballon d'eau chaude. Donc voilà, ces poêles sont généralement alimentés avec des bûches au salon, donc on prend part effectivement au système de chauffage soi-même, mais on peut aussi, il existe maintenant des systèmes automatisés de ces systèmes, donc on est vraiment dans du semi-automatique. D'accord. Et puis l'avantage, c'est qu'effectivement, une fois l'eau chauffée par le poêle, on peut la distribuer via les radiateurs, le chauffage de sol, dans l'ensemble de la maison. Donc on reste sur un système vraiment plutôt contemporain, vraiment automatique. D'accord. La chaudière à pellets. Alors la chaudière à pellets, maintenant, elle est quand même largement connue. Donc on est plutôt sur une chaudière plutôt classique, mais plutôt que brûler du mazout, on brûle effectivement des pellets en bois. On peut de nouveau être dans du semi-automatique, c'est-à-dire qu'on verse avec des grands sacs donc dans un réservoir donc de 2, 3, 4, 5 jours, selon évidemment la météo. Mais on peut aussi 100% l'automatiser. Donc là, on parle plutôt de grands stocks avec un système d'aspiration ou de vis sans fin. Et puis cette chaudière, évidemment, donc elle sert à produire autant l'eau chaude pour la douche que évidemment le chauffage radiateur et sol. Donc là, on est déjà dans le moins contraignant, effectivement. Tout à fait, exactement. Pompe à chaleur. Voilà, la pompe à chaleur qui est devenue un incontournable. Donc on parle ici d'un système automatique et compact qui rend évidemment très populaire. La PAC permet de capter la chaleur soit par le sol, une sonde géothermique, soit dans l'eau, s'il y a un lac ou des sources souterraines, ou dans l'air. Donc, on obtient donc après compression une chaleur suffisante pour une maison à faible consommation d'énergie. Donc, il faut pas oublier quand même que pour fonctionner, la PAC utilise plus ou moins d'énergie suivant son rendement. Et donc, si on veut être cohérent de nouveau avec la philosophie des énergies renouvelables, il est nécessaire de combiner la PAC avec des panneaux photovoltaïques pour couvrir son besoin en énergie, en électricité primaire. Ouais, ça fait du sens. Autre alternative, les panneaux solaires thermiques. Voilà, exactement. Donc, par rapport au photovoltaïque, donc là on parle vraiment de thermique, donc c'est des panneaux qui sont installés en toiture et qui permettent de faire circuler de l'eau sous la surface vitrée du capteur et qui est ensuite donc stocké dans un grand ballon d'eau chaude au local technique. On peut évidemment facilement atteindre des températures de l'ordre de 125-150 degrés avec ces panneaux. Donc on produit évidemment beaucoup d'eau chaude pour un coût qui est vraiment très faible. Bien. Donc à partir de là, le stockage évidemment peut être dimensionné avec une grande capacité. Donc c'est carrément possible avec des très grands réservoirs de chauffer une maison à 100% solaire pendant tout l'hiver, y compris sous nos latitudes. Donc ça a été fait, on a fait un projet dans la Broye, donc qui est 100% passif. Évidemment, le concept nécessite une planification approfondie puis un dimensionnement qui est vraiment basé sur le lieu de résidence. Mais par contre, même si on parle de chauffage plutôt classique, donc avec un chauffe-eau standard, ce système permet quand même de produire environ 65% des besoins énergétiques annuels en eau chaude, donc pour une famille. Et là, on ne parle pas de surdimensionnement, mais bien simplement 1 mètre carré de capteur thermique par personne. Donc une famille de 4 personnes, 4 mètres carrés, c'est vraiment très faible en toiture. Ouais. Et parfois, on peut carrément encore travailler avec un chauffage d'appoint. Oui, évidemment, parce que là, on va produire effectivement 65%, donc grâce au solaire. Donc les 35% restants devront être fournis par un chauffage d'appoint. Donc ceux qu'on a déjà mentionnés, mais ça peut être d'autres systèmes aussi. Alors Luc Trottier, encore une proposition. Dans mon village, elle est proposée, par exemple, cette alternative, c'est le chauffage à distance. Oui, alors le chauffage à distance, souvent dans les centres villages, en ville. Ces systèmes effectivement sont intéressants parce qu'on utilise souvent comme combustible soit du bois local, soit aussi des déchets ménagers donc qu'on brûle et donc on récupère là vraiment de l'énergie. Ces installations sont intéressantes aussi parce qu'il n'y a pas ou peu d'investissement au départ.
Il n'y a pas non plus de chaudière dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'on a simplement un échangeur de chaleur avec le réseau urbain. Donc on est vraiment dans un local technique là qui est assez minimaliste. Par contre, évidemment, comme il n'y a pas peu d'investissement de départ, le prix du kilowattheure de chauffage vendu est légèrement plus cher. Mmh. Donc pour résumer, tous ces systèmes de chauffage, on va d'abord décider si on a envie de quelque chose de complètement automatisé ou si on veut s'en mêler un petit peu. Et puis ensuite, alors j'imagine que c'est surtout selon le style d'habitat qu'on va choisir son chauffage. Tout à fait, exactement. Il faut d'abord travailler avec la maison, si elle est existante ou si elle est en construction. Donc évidemment, et prendre part aux décisions très rapidement. Hein, parce qu'évidemment, par la suite, c'est difficile d'intervenir et puis on risquerait aussi d'être déçu. Alors, on a parlé du choix de chauffage. Il y a un deuxième point qui est important, c'est comment la chaleur va être distribuée dans notre habitat. Oui, alors évidemment, le confort de la maison dépend aussi de la bonne distribution du chauffage, hein, en tenant compte aussi de l'interaction intérieure-extérieure des occupants. Évidemment, un bon dosage finalement entre les gains passifs qu'on a parlé au début de l'entrevue, les gains internes, donc les gens qui vivent, les luminaires, enfin tous les appareils, mais aussi les gains actifs. Donc là, on parle vraiment du chauffage. Donc il faut vraiment une planification approfondie. Alors. Oui, ce qu'on connaît, alors évidemment beaucoup ici, c'est les radiateurs, quoi. Voilà, exactement, les chauffages par convection. Oui. Donc là, effectivement, les radiateurs qui sont généralement posés contre les éléments les plus froids. Donc on parle ici juste sous les fenêtres ou contre les murs extérieurs. Donc les radiateurs sont aujourd'hui évidemment adaptés aussi au système de chauffage à basse température, hein, pour la pompe à chaleur et autres. Et ce qui nous permet justement de rénover les maisons sans trop d'intervention. Donc on peut réutiliser les conduites de distribution qui sont existantes. Simplement qu'on change les radiateurs pour avoir une plus grande surface. Et ces radiateurs travaillent avec des températures inférieures. D'accord. Ensuite, on a le chauffage au sol. Voilà, le chauffage par rayonnement au sol, donc qui est maintenant aussi un grand classique, qui permet de jamais avoir les pieds froids, donc c'est déjà agréable. Donc là, on parle ici de serpentins qui sont recouverts par une chape et ensuite un revêtement de sol, et ça diffuse une chaleur légère sur toute la surface du sol et qui chauffe l'air de la pièce. On dit toujours, j'ai souvent entendu que c'était mauvais pour la circulation des jambes. C'est une fausse idée, ça, ou... Alors c'est une fausse idée maintenant, parce qu'effectivement les premiers chauffages de sol travaillaient. En fait, on était dans des bâtiments qui n'étaient pas encore assez bien isolés, et on avait des chauffages de sol qui devaient être avec des températures supérieures à ce qu'on a maintenant. Donc très chaud. Là, effectivement, certaines personnes pouvaient se plaindre effectivement de ces problèmes. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, on travaille effectivement en basse température, même très basse température, et il n'y a pas ce souci. Alors, quelque chose qu'on voit moins, c'est les chauffages muraux. Voilà, exactement. Donc, sur le même système que les chauffages de sol, c'est aussi possible d'avoir des serpentins, mais qui sont plutôt au mur. Donc là, qui chauffent finalement à la hauteur qu'on en a besoin. Donc, c'est aussi plus efficace. Donc, généralement, pour la même pièce, on a besoin que des 2/3 de la surface par rapport au chauffage de sol. Par contre, la mise en œuvre est effectivement plus complexe. D'accord. Donc, c'est quand même des systèmes qu'on voit pas souvent. Oui, donc à réfléchir avant de faire son choix. Et puis finalement, le fourneau en pierre olaire. Voilà, exactement. Donc, on revient à ce qu'on a parlé au départ. Donc, le pierre olaire, donc on parle de rayonnement ici, mais direct. Donc, c'est vraiment le fourneau avec les bûches à l'intérieur qui fournit un rayonnement direct sur l'ensemble de la maison, donc à partir de son point central. Et on l'a dit, de là l'importance d'avoir une bonne aération, un bon échange. Voilà, un bon échange et puis vraiment une bonne distribution des pièces. Ouais. Bon, c'est très intéressant. On voit surtout que aujourd'hui, on a vraiment le choix. Oui, il y a beaucoup de choix. Il faut évidemment, je pense, s'y intéresser bien en amont pour faire le bon choix qui s'impose pour nous, hein, parce qu'effectivement, on peut vraiment prendre part à son chauffage, donc mettre de façon manuelle ou le rendre semi-automatique ou complètement automatisé, donc vraiment selon les styles de vie. Alors évidemment, chez vous, chez Lutz Architecte, vous êtes à même de conseiller les gens sur leur choix de chauffage. Alors effectivement, on le fait chaque fois, évidemment. On essaie vraiment d'accompagner la réflexion. La réflexion, exactement, pour savoir effectivement jusqu'où la personne est d'accord de s'investir. Donc on part pas vraiment avec d'a priori. Il y a des gens qui effectivement ont des pierres olaires, il y a des gens qui ont des systèmes vraiment 100% automatisés, des fois des systèmes intermédiaires comme le pellet. Donc on a vraiment installé un peu tous les systèmes qui doivent convenir à la famille qui habitera dans la maison. Ouais. Alors pour conclure, Luc Trottier, est-ce que comme pour le solaire et l'isolation, en ce moment, il y a des subventions pour les différents chauffages ? Oui, effectivement, il existe des subventions. Donc avec le nouveau programme bâtiment de l'État de Fribourg, selon les systèmes de chauffage, hein, donc on a des subventions qui vont de 3 000 à 5 000 francs vraiment pour le système de chauffage, et il y a encore des forfaits de l'ordre de 1 000 francs par installation pour l'eau chaude sanitaire. Évidemment, le programme bâtiment du canton de Fribourg a édité une brochure complète
qui contient toutes les possibilités de subvention, aussi selon la taille et la puissance des appareils. Donc vous pouvez vérifier sur le site internet du programme bâtiment. Toutes les informations s'y trouvent. Super. Alors, merci beaucoup, Luc Trottier. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez Lutz Architectes. On vous a dit tout ce qu'on pouvait vous dire dans cette petite rubrique quant à savoir comment chauffer votre habitat et votre eau en limitant les atteintes à l'environnement. Si vous voulez en savoir plus, je ne saurais que trop vous recommander de visiter le site www.lutz-architecte.ch et de prendre contact. Une bonne journée à vous, Luc. À vous aussi. Au revoir.